Bienvenue sur Slow is Good. Repenser son business en ligne autrement pour plus d'impact. Dans ce podcast, votre ressource pour Slow Business, on parle stratégie business, marketing, productivité avec une bonne dose de human touch. Je suis Géraldine JP, slowpreneur, entrepreneur de l'extrême, ex-fondatrice de start-up. Je vous partage des méthodes, des pratiques pour entreprendre autrement, dans la joie et la lenteur. Bonne écoute. Hello, bonjour et bienvenue. Alors, avant de passer au prochain épisode, je voulais vous parler de quelque chose et je voulais vous présenter quelqu'un. Hello, bonjour, je suis Émilie Gros. Bonjour Émilie. Alors toutes les deux, en fait, on a co-créé quelque chose d'assez exceptionnel, le Sommet des Slowpreneurs qui arrive du 12 au 18 juin 2023. Oui, exact, c'est une semaine de partage, de contenu et d'exploration en mode slow. Alors, inscris-toi au sommet, sommet-slowpreneur.com et profite du tarif Early Bird. À bientôt. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Slow is Good podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un chouette invité. Bonjour Joanne. Salut Géraldine, salut à tous. Comment vas-tu ? Ça va super, en forme et puis Bon, alors c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu en on record. Je pense que la dernière fois c'était sur mon précédent podcast et ça remonte déjà à il y a quelques années. Toutefois, je pense que dans mon audience, il y a quelques personnes qui te découvrent. Est-ce que tu peux nous partager qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais ? Alors, qui suis-je? C'est toujours difficile de dire puisque j'ai un profil un peu multipotentiel, touche à tout, mais je vais pas m'identifier dans ce que je fais. Donc, qui je suis? Je suis Johan, je viens de Martinique, j'ai grandi en Martinique et j'ai toujours, depuis petit, rêvé de créer des choses. J'avais envie de créer, peut-être faire des films, peut-être devenir scientifique et tout. J'aimais bien un petit peu toucher à tout. Et j'ai décidé de faire des études scientifiques parce que c'est ce qu'on recommandait à l'époque. Et pendant mes études, je me suis rendu compte que peut-être que le salariat ou le modèle classique ne me convenait pas. Donc j'ai décidé de créer ma boîte pendant mes études. Et je suis entrepreneur maintenant depuis 2008. Et aujourd'hui, j'aide et j'accompagne des dirigeants, entrepreneurs, mais aussi des personnes qui veulent le devenir, à créer leur boîte, mais surtout, avec un point qui est important pour moi, c'est en restant eux-mêmes à travers leurs valeurs, leur multipotentialité, leur passion, pour vraiment qu'ils aient un modèle qui les épanouisse. Écoute, c'est vraiment génial parce qu'on tombe vraiment dans le vif du sujet. Je pense que tu es en activité depuis combien de temps maintenant ? 15 ans ? Moins, Ouais, en tout cas largement plus d'une décennie. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, dans ton évolution, quelles sont les choses que tu as vues qui ont changé dans ton industrie en termes de coaching ? Dans mon industrie, parce que après, si on parle vraiment de la partie contenu sur le web, peut-être proposer, que ça soit les freelances, les coachs, les consultants, personnes qui utilisent le web pour faire de la communication. Ce qui a changé, c'est que déjà, on est beaucoup plus nombreux, ça c'est sûr. Beaucoup de gens se sont lancés pendant la décennie et ça a été une explosion pendant les années 2020 pour les causes qu'on connaît. Ouais. Et ce qui a beaucoup changé pour moi, c'est ça a double tranchant, c'est la facilité d'accès. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'accéder, en fait, de communiquer et tout. Et l'autre côté, le revers de la médaille, c'est qu'il y a forcément moins de barrières à l'entrée, donc plus de monde. Donc je pense que ce qui a beaucoup changé, c'est le fait que ça soit normal aussi de faire un métier du web, que c'est accessible. On peut aujourd'hui acheter du matériel avec son téléphone et publier du contenu. Tout le monde est créateur de contenu aujourd'hui. Là où quand j'ai commencé, créer du contenu, on était un petit peu des extraterrestres. C'est clair. Puis, quelles sont les choses en fait que tu as apprises au fur et à mesure au cours de cette évolution ? Parce que beaucoup de choses ont changé, effectivement, tu le soulignes, c'est beaucoup plus facile d'accès. Mais est-ce que c'est plus facile d'accès et on monte en qualité ou est-ce que tu as vu comme des changements, mais peut-être pas nécessairement pour le mieux ? Alors, c'est vrai que déjà quand moi j'ai commencé, je vais dire vraiment quand je suis passé vraiment à plein temps, c'était les années 2011-2012. Et à cette époque-là, déjà, il y avait quand même, surtout sur le marché américain, comparé aux francophones, il y avait quand même le côté un peu make money, show off. Il y avait toute la génération des Américains qui vendaient du rêve. Et à l'époque, le rêve, c'était d'être digital nomade, de voyager.
c'était pas forcément que du matérialisme, il y a vraiment le côté liberté. Tu peux travailler où tu veux, donc il y avait peut-être le cliché de travailler avec son portable sur la plage. D'ailleurs, ça, c'est complètement overrated, vu que c'est pas du tout pratique et agréable à faire en réalité. Mais il y a eu ça, et puis il y avait déjà quand même une partie, il y a toujours eu pour moi ce forme de dérive, peut-être d'aller plus vite, très basé juste sur l'argent, mais il y avait quand même une notion de liberté. Et après l'évolution, il y a, pour moi, ça s'est fait vraiment. Il y a eu un gros pivot quand on a commencé à rentrer dans l'explosion de YouTube. Donc je dirais entre 2013-2014, vraiment le début, jusqu'à 2016-2017, où là on a commencé à avoir beaucoup plus de nouveaux entrants dans l'industrie et beaucoup plus de peut-être d'autres façons de faire du business qui étaient un peu plus basées sur le contraire du slow, ça veut dire fast, faire de l'argent rapide, sans effort, aller toujours plus vite, toujours plus haut, montrer plus et commencer à avoir une escalade un peu peut-être dans les promesses, les choses comme ça. C'est ce que j'ai vu on va dire, de la création de contenu, comment les codes ont changé dans peut-être le côté un peu plus rapide. Alors, c'est vrai que du coup, on a vraiment des variations qui sont un peu euh, complexes, on va dire, pour rester dans ces termes-là et rester ouvert en termes de comment est-ce que les gens entreprennent. Toi, comment ça s'applique en fait dans ton quotidien au niveau de ton entreprise ou tes entreprises, si tu en as plusieurs, en termes de flow, en termes de structure? Alors, en termes de flow et de structure, pour être très honnête, c'est beaucoup de... Je pense que pendant de longues années, j'ai toujours cherché à avoir un modèle parfait. Dire, OK, bon, là, c'est bon, le modèle, il tourne. Mhm. Là, c'est bon, le modèle, il tourne. Là, l'offre, elle est bien et on scale. Là, c'est bon, etc. Et on se rend compte, quand je parle de flow, que le but, c'est pas qu'il y ait une finalité et le truc soit bon, parce que tout business évolue. Et ça, je me suis vraiment rendu compte. Ça veut dire que on est tout le temps en train d'innover, de se réinventer, de créer des choses en gardant des fondamentaux. Et la structure que j'ai adoptée par rapport à ça, c'est plus me dire, OK, y a trois choses importantes. La première, c'est moi en tant que personne. Quel modèle me correspond aujourd'hui? Et quand je Mhm. parlais d'évolution du marché, c'est vrai que quand Mhm. j'ai commencé et que j'avais la vingtaine, moi, je voulais juste vraiment voyager. Donc le modèle laptop, juste Mhm. écrire mes trucs de blog, faire des vidéos en voyage et tout, j'adorais. Ensuite, quand j'ai commencé à prendre un peu plus d'âge, me poser, y en avoir un peu marre aussi d'être tout le temps en déplacement. Quand je me suis un peu plus posé, j'avais plus envie de faire un modèle basé sur peut-être du contenu et une ligne éditoriale beaucoup plus élaborée et poussée sur de la vidéo et des choses comme ça. Donc c'est l'époque où j'ai beaucoup plus enchaîné un Mhm. modèle qui était basé sur le fait de créer du contenu, notamment vidéo, du podcast, de l'abonnement et commencer à faire des programmes un peu plus gros. Et après, la tr- le- s- je me suis rendu compte qu'à un moment, je suis passé plus sur l'événementiel. Donc finalement, le modèle, il évolue toujours, mais par contre, ça reste toujours cohérent avec moi, ce que j'ai envie de faire. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, le business ne Mhm. dépend pas uniquement des offres, de la marque, etc. Il va aussi dépendre de cette vision, de toujours le truc que je fais depuis plus d'une décennie. Finalement, c'est finalement d'accompagner et d'aider les personnes. Donc, transmettre de la connaissance et compagnie. Mhm. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a ce point personnel, il y a le point aussi contexte. Parce que forcément, quand des codes changent, on peut pas tout le Mhm. temps rester sur des mêmes modèles. Je sais qu'à quand j'ai commencé, la mode, c'était vendre des e-books. Aujourd'hui, qui lit des e-books? Voilà, donc c'est Yeah. ça a changé. Donc on est aussi, il y a un moment, il y a eu une époque où c'était beaucoup plus les gros programmes sur 6 mois, 12 mois qui marchaient. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus de ça. En fait, il faut s'adapter au marché parce qu'il y a quand même une demande, un marché qui devient plus mature, qui connaît. Et le troisième point, en termes d'évolution, je pense qu'il y a aussi la vitesse. Ça veut dire que avant, Mhm. les choses étaient plus lentes. Je parle de façon globale. Ça veut dire, on pouvait prendre le temps de faire un lancement, on pouvait prendre le temps de faire du contenu et tout. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça va vite? C'est les shorts, c'est les reels, c'est les Ouais, TikTok. C'est ouais, ouais. ça va très très vite. Et même le contenu, c'est l'overdose, ça va super vite. Donc, faut s'adapter aussi dans cette notion de, il y a la vitesse, mais est-ce qu'on a vraiment envie de la suivre, mais comment on s'y adapte en même temps? Donc, c'est pour moi les trois points. Ouais. Alors,
Je trouve ça vraiment très intéressant, surtout que tu amènes, parce que tu as partagé pas mal de pépites là. Tu parles de tout ce qui va vite. Donc effectivement, en tant que solopreneur, je suis bien d'accord, ça va hyper vite, on Oui, consomme, souvent j'ai mon papy qui parle d'obésité de l'information, entre c'est guillemets. ça. On reçoit, on reçoit, on reçoit. Ok, fine. Mais en termes de stratégie, on est quelque part, on a cette forme d'injonction d'avoir en fait cette présence, cette visibilité. Et c'est quelque chose que tu utilises aussi comme outil Oui, en termes de contenus qui sont assez divers et variés. Comment oui. est-ce qu'on gère ça? Parce que là, ça veut dire se transformer en producteur littéralement de contenu, que ce soit pour un podcast, une chaîne YouTube ou un blog. Oui, en fait, il y a la partie créative, ça veut dire que moi j'aime bien créer du contenu, donc je peux en créer beaucoup. Je vais pas me mettre une pression de il faut que je publie. Enfin, j'ai quand même une fréquence, un calendrier éditorial, mais je ne crée pas en mode tous les jours, faut publier un truc. C'est quand on parlait de flow, quand j'ai des idées et tout, je note tout le temps sur mon téléphone. Je passe mon temps à noter des idées, etc. Et puis à un moment, bah, je vais être en mode enregistrement, je vais enchaîner. Ou alors je vais faire des formats longs parce que j'aime beaucoup ça, et après on va prendre des extraits pour les publier. Donc je vais toujours regarder la production et la créativité comme quelque chose qui est plus dans le flow, quitte à avoir des contenus ultra à l'avance, et après on va le rendre cohérent dans un calendrier éditorial adapté à chaque plateforme. Donc ça c'est un peu ma logique. Maintenant l'impact sur le business, pour avoir fait 1 million de vues sur TikTok, c'est pas forcément toujours pertinent de faire du buzz. Qu'est-ce qui amène des clients, qu'est-ce qui amène pas. Après, il y a toujours le dilemme de ce qu'on appelle la preuve sociale que tu connais, de se dire forcément si les gens ils voient que tu fais beaucoup de vues, ils vont te prendre au sérieux. Si c'est pas le cas, voilà. Il y a toujours ce dilemme parce que je sais quel contenu marche, mais c'est pas toujours ça qui m'attire mon audience de cœur. Donc il y a toujours ce dilemme un petit peu, mais je crois que ce qui est le plus important en fait en vrai, au-delà des vues, tout ça, c'est la fréquence. Ça veut dire que les gens s'habituent à me voir, s'habituent à passer du temps avec moi. Moi, je sais clairement vraiment que la majorité de mes clients, quand je leur demande, les 2 plateformes où ils me trouvent, c'est YouTube et le podcast. Donc, je sais que c'est dessus que je mets mes efforts. Et aussi, j'ai quand même une mission et un truc qui me tient à cœur, c'est que j'ai envie que ça reste. Donc, quand moi je fais du TikTok, du short, du Reels, peu importe, c'est mort rapidement. Ça disparaît. Une vidéo YouTube, j'ai encore des vues sur des vidéos qui datent d'il y a 5, 6, 7 ans. Les podcasts, on peut toujours les republier et on peut en faire des transcripts, on peut en faire des livres. Il y a un vrai échange plus profond. Donc, moi, j'ai quand même une notion de longévité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve parfois un peu triste dans ma mission, on va dire, d'entrepreneur qui a envie de partager, que des contenus se perdent. Mais je joue le jeu, mais juste dans l'état d'esprit de si ça peut amener les gens sur des formats plus courts, why not? Mais c'est pas dessus que je vais mettre le plus de mon énergie parce que honnêtement, enregistrer une vidéo d'1 minute, c'est pas ce qui me met le plus en joie. Hmm. Non, complètement, je suis d'accord avec toi. Euh, je me posais une question autour de, en fait, en termes de personnalité, quand il s'agit justement de, tu t'exposes énormément, right? Oui. Ce qui veut dire que, bon, on le sait, hein, sur le web, on a du qualitatif et du moins qualitatif. Posons-le comme ça. Comment est-ce Oui. que justement tu navigues à travers justement les affres du web? Alors le web, pour y être depuis longtemps, j'ai déjà fait un travail sur moi. Bon, on n'est jamais parfait parce qu'il y a toujours le jour où tu peut-être pas de bonne humeur, où tu vas te prendre un commentaire et tu vas dire bon, tu vas un peu moins bien le prendre. Mais pour être quelqu'un d'introverti qui a toujours eu du mal un petit peu à s'exposer et tout, ça a été un bel exercice. Au début, je me suis un peu caché derrière un Mhm. blog, mais les premières vidéos, j'avoue que j'avais peur. Dès que je publiais, je me dis, je vais m'exposer au monde, je vais me faire critiquer, etc. Mais après, je crois qu'on commence à prendre du recul, on commence à aussi soi-même s'affirmer, on se rend compte aussi de tous les gens qu'on aide, tout ce que ça apporte, et parfois, c'est Mhm. même pas quantifiable. Il y a beaucoup de gens, Mhm. enfin, même moi aujourd'hui, tu vois, je pourrais dire, je faisais peut-être plus de vues avant sur mes contenus YouTube, ce qui est paradoxal parce que aujourd'hui je gagne beaucoup plus, donc comme quoi le modèle a beaucoup changé, mais je faisais plus, on va dire, de volume sur mes vidéos, Ouais, et j'avais pas forcément toujours des retours ultra positifs, mais quand je croisais des gens ou qu'on ouais. me disait et tout, les gens me parlaient de choses que j'avais dites que j'ai déjà oubliées, et je voyais à quel point ça avait un impact sur leur vie. Donc je crois qu'on s'en rend même pas compte, et puis Mhm. souvent parfois on se dit mais ça a plus de sens, c'est juste des chiffres, c'est 1000 vues, 2000, 10 000, 1 million, on se rend pas compte, Mhm. mais derrière, ce sont des humains. Et que même si tu as touché Oui. 50 humains, 100 humains, c'est quand même déjà énorme. Donc, je crois qu'il faut revenir aussi sur l'aspect que moi, j'oublie pas que c'est des humains derrière. Mais aussi, Mhm. l'humanité a ses parts de lumière comme ses parts d'ombre. Donc, j'accepte que si on s'expose,
On ne peut pas s'exposer et espérer qu'on ait que des gens qui nous aiment. D'ailleurs, faire ça pour être aimé, je crois que c'est le pire truc. Euh, Mhm. mais aussi accepter que bah aussi les négatifs parfois aussi s'expriment plus facilement que le positif. Les gens, quand ils ont un Mhm. truc négatif à dire, vont le Non, faire plus c'est clair. facilement que si c'est positif. Ouais. Puis après, tu vois, avec le temps, ce dont je me suis aperçue, c'est que finalement, le négatif, c'est pas toujours si mal parce que ça te pousse un peu dans tes retranchements et ça te pousse Oui. aussi à revoir, en fait, tes propos, ta manière de faire, de penser. Parfois, ça te donne, en fait, de l'inspiration aussi. Oui, et puis après, il y a négatif et négatif. Tu peux avoir une critique qui est plutôt moins qui fait mal, mais qui est constructive, qui te permet de te remettre en question. Tu peux avoir la critique complètement bas niveau, où ça va te faire rire parce que tu sais que ça vaut pas grand-chose. Tu peux avoir le petit pic qui va peut-être te toucher à un endroit où peut-être que tu sais qu'il faut que tu travailles sur toi parce que si ça t'a touché, c'est qu'il y a quand même un truc au fond. Donc il y a tout Mhm. ça, en fait, c'est vraiment intéressant. Et puis après aussi, on prend de la hauteur. Je vais pas dire que, enfin, je connais personne au monde qui est tout le temps insensible à la critique quelle qu'elle soit, parce que nous sommes humains. Mais je sais que on prend beaucoup de recul et puis on réalise aussi que finalement, surtout sur Internet, depuis toutes les années où je fais ça, j'ai vu les profils qui sont peut-être qui critiquent le plus, qui sont peut-être les plus désagréables, les plus incisifs. C'est souvent des personnes où on voit qu'elles sont pas bien. Donc finalement, Mhm. tu prends du recul et tu te dis, enfin, regarde, nous, on n'a pas le temps d'aller insulter ou critiquer des gens sur Internet. Donc il y a aussi ce recul-là à avoir en se disant, c'est pas nous, c'est aussi ces personnes qui sont comme ça, quoi. Mais même justement dans ta qualité d'hypersensible, tu arrives quand même à prendre de la hauteur Oui. facilement et simplement, malgré tout. Facilement et simplement, je ne dirais pas que j'ai atteint encore ce niveau. C'est parce que, encore une fois, c'est vraiment, comme je dis, je suis humain et je l'assume à 100%. Il y a des jours, ça Mhm. passe, tu t'en fous, la majorité du temps. Il y a des jours, peut-être t'as passé une mauvaise journée, t'es pas d'humeur, tu vois, ça peut t'agacer, ça peut t'énerver. Par contre, Ouais, là, ce qui a vraiment changé, peut-être par rapport à des années avant, parce qu'on travaille sur soi, ouais. c'est que ça va plus, je vais plus le garder ou ça va plus rester. Parce que c'est déjà arrivé que j'ai des Mhm. commentaires où je trouve ça tellement injuste que pendant des Ouais, heures, je rumine dessus, tu vois. Parce qu'en fait, quand ouais. tu fais tout ce travail, tu publies, tu as envie d'aider les gens, tu donnes Mais du oui. meilleur de toi et que tu te prends des trucs comme ça, je te dis, mais c'est injuste, t'es dégoûté, et t'as tout ce truc-là. Mais finalement, moi, vraiment, ce qui m'a aidé, c'est de pas avoir d'attente. Et je crois que ça, Ouais. le détachement, ne pas avoir d'attente, ça a tout changé. C'est le moment où je me suis dit, et ça peut paraître même terrible, mais même au niveau aussi de mes clients, c'est que je donne le Ouais. meilleur, mais le reste ne m'appartient pas. Je donne tout ce que je peux, qu'est-ce que je contrôle, mais le reste m'appartient pas. Je peux donner le meilleur à mes clients. Si derrière il en fait rien ou qu'il voilà, il gère mal et tout, je peux l'aider, mais j'ai mes limites. C'est comme le contenu, je publie Non, un contenu, il m'appartient plus. bah oui, c'est clair. Et puis, je veux dire, c'est pas quelque chose sur lequel tu as le contrôle. C'est ça. Je trouve ça très intéressant ton approche justement où tu parles justement de cette part d'ombre, de cette part de lumière qu'on peut avoir, Oui, mais également ce détachement qui est nécessaire pour continuer d'avancer oui. et finalement to pave the way pour d'autres potentiellement aussi. Ça me met dans l'idée de, en fait, est-ce que c'est des notions que tu as travaillées spirituellement aussi ou d'un point de vue juste d'un point de vue productivité, juste pour pas perdre de temps? Je crois que c'est un mix des deux parce que forcément, si t'es pas bien énergétiquement en termes de vitalité, que par exemple des critiques ou le fait de publier, de voir que t'as pas de retour, ça te touche tellement que tu perds ton énergie, tu vas pas être productif. Et ça, c'est très décourageant. Le métier de créateur de contenu, il est vraiment ingrat. Faut l'assumer. C'est extrêmement ingrat. Comme je t'ai dit, tu peux faire un super contenu, tu le sais, ça flop. Et le jour où tu vas faire le meilleur contenu de ta life, euh, tout ça, tu vas tout mettre ton énergie pendant des mois, tu vas faire le montage et ça va flopper. Et puis un jour, tu vas prendre ton Mhm. téléphone, tu vas faire un petit truc à l'arrache qui est un peu marrant et tout, et ça va cartonner. Les gens, ils vont dire c'est génial, merci, ça m'a aidé et tout. Et tu comprends pas. Et tu te dis... Donc, je crois qu'il faut vraiment avoir ce détachement, juste de se dire, ok, ben vraiment, qu'est-ce que je contrôle? Moi, je suis fier d'avoir fait ça. Après, bien entendu, on peut toujours améliorer sa pratique, améliorer Ouais. la communication, le storytelling, tout ça, c'est important d'améliorer. Surtout quand moi je fais de la conférence, euh, c'est pas que la faute du public, c'est aussi à moi, j'ai ma responsabilité de transmettre le message de la meilleure des façons et ça, on continue à le travailler. Mais par contre, j'ai Mhm. pas le contrôle du tout sur une fois qu'ils sont sortis de la salle, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce que j'ai transmis.
Mais mon intention Mhm. profonde, c'est quand même, si j'ai aidé une personne ou deux ou trois dans ce public et que j'ai apporté ça, j'ai fait ma part. Mhm, mhm. Comment tu travailles justement cette intentionnalité? Parce que c'est pas évident, je veux dire, quand on se prend, quand on est sous l'œil du public comme ça, puis que des fois, même dans une conférence, avant, tu prends quelques commentaires un peu gratuits Ouais. avant de passer sur la scène, comment on gère cette intentionnalité, puis pour rester dans le positif, entre guillemets? Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parasites qui arrivent, hein. Quand tu fais ça, tu as tous tes parasites psychologiques qui peuvent venir. Est-ce que je suis légitime? Syndrome de l'imposteur? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Tout ça. Et je crois que avec toutes les années où je fais ça, je me pose de moins en moins les questions. Je vais pas dire, et encore une fois, on est tous humains. Il y a toujours un moment où on va se dire, mais est-ce que je suis vraiment légitime? Est-ce que je vais vraiment réussir à faire passer mon message? Est-ce que je vais assurer pour cette conférence ou pour ce moment? Mais ça, pour moi, c'est sain. Ça montre que tu te remets en question. Le jour où tu te dis, c'est bon, je suis en terrain conquis, les gens, ils vont m'écouter, ils vont m'aimer, je suis le boss et tout, c'est là que tu commences à vraiment pas être bon en vrai. Et c'est ça le pire. C'est que ça, c'est normal. Ça te pousse à t'améliorer, à te remettre en question. Faut pas juste pas que ça prenne le dessus sur le fait de Ouais, faire ce que tu as à faire. Donc moi, mon ouais, intention, je crois que ça vient tout le temps d'un truc que je travaille encore aujourd'hui, c'est à qui je mhm, m'adresse, à qui je ouais, parle. Parce que ça, c'est très très dur sur le web. Ça, c'est quelque chose que, les dernières années que j'ai réalisé, c'est que j'ai quand même un profil un peu atypique. Euh, j'ai quand même, et ça je l'assume à 100%, besoin de stimulation intellectuelle et d'intelligence. ouais, J'aime être ouais, avec des gens intelligents, et je parle pas, il y a plusieurs formes d'intelligence, mais des gens qui réfléchissent, qui sont ouverts. Euh, mhm, je parle pas de culture, je parle vraiment de cette mentalité. Donc moi, je m'adresse pas au grand public. En vrai, c'est triste à dire, mais je m'adresse pas au grand public. Et je pense qu'au début, quand ouais, j'ai fait ça, j'ai voulu à un moment m'adresser au grand public. À l'époque où mhm, je faisais le développement personnel, motivationnel et tout ça. Mais je me suis cassé les dents parce que je me suis rendu compte que j'attirais des gens qui me correspondaient pas et j'ai perdu cette attention. J'avais envie d'aider des gens à se motiver et tout. Je me suis rendu compte, en fait, tu peux pas. Mais le moment où j'ai commencé à shifter, à qui tu t'adresses à des gens qui sont justement des profils qui sont souvent un peu atypiques, qui ont une forme d'intelligence, on dit souvent neuroatypique, qui sont curieux, qui ont besoin de stimulation intellectuelle, qui vont t'écouter parce que tu vas en profondeur. Qu'est-ce que tu t'embêtes à essayer de faire du contenu fast-food, justement, pour des gens à qui t'as pas envie d'apporter quelque chose? Donc je crois ouais, vraiment que le shift, il se fait, mais c'est qui vraiment dans ma mission que j'ai envie d'aider? À qui je m'adresse? ouais. Est-ce que d'ailleurs, parce que je te coupe 2 secondes, mais justement, ton audience, elle a évolué. Est-ce Oui. que tu trouves que ton audience, elle a grandi avec toi, elle a shifté avec toi, ou en fait, t'es passé d'une audience à une autre? Alors moi, mon parcours est très particulier. Et d'ailleurs, c'est très marrant que t'en parles parce que là, aujourd'hui, vraiment, je te dis, en ce moment, cette année 2023, j'ai plein de clients de 2014 et 2015 qui reviennent. C'est dingue. Et je trouve ça génial parce que ça montre que j'ai bien fait mon travail. Ça montre que pour moi, si tu Mhm. as été client il y a autant d'années que tu reviens, c'est que tu Ouais, as vu mon évolution et tu as envie de venir, et eux aussi ont fait leur évolution. Donc il y a plusieurs ouais, catégories. Il y en a, ils m'ont lâché. C'est OK. Il y ouais, en a, ils sont restés très fidèles pendant plein d'années. Il y en a, ils vont faire leur truc et puis ils reviennent. Mais moi, je suis comme ça aussi. Il y a des gens que je suis pendant un moment. Après, je vais faire ma vie, puis je reviens, je les suis. Pour moi, même, c'est ça. Parfois, je leur dis, c'est bon, à aller voir un petit peu aussi, explorer d'autres trucs. Mais je crois que mon audience, le gros shift qu'il y a eu, il a été fait en 2016-2017. Parce que j'ai arrêté un ouais, peu le développement personnel, un peu grand public, parce que j'en ai eu marre. Vraiment, j'en ai eu marre. Euh, ouais. je ciblais les gens qui pour aider à arrêter de procrastiner. Sauf que bon, bah, j'attirais des procrastinateurs et tu peux donner tout ce que tu veux du monde. C'est compliqué. Où j'ai shifté beaucoup plus sur le business et l'entrepreneuriat. Ouais. Mais le dev perso m'a un petit peu manqué, je t'avoue. Mhm. Et après, mon audience m'a suivi dessus, mais j'ai fait quand même ce pivot, ce shift qui m'a fait perdre beaucoup, une grosse partie de peut-être l'impact plus global que je pouvais avoir. Ça veut dire qu'à l'époque, j'avais des Mhm. vidéos qui faisaient des dizaines de milliers de vues, et je suis passé à des Mhm. vidéos qui font des centaines de milliers de vues. Ça a été dur. Ok. Mais mon chiffre, Moralement ou d'un point de vue bah, chiffre? c'est ça que j'allais te dire. D'un point de vue business, mon business a explosé. Hmm, Donc, comme hmm. quoi, les vanity metrics ne veulent absolument rien dire. Et ça, les gens ne comprennent pas, mais je peux te dire que. Après, si si tu fais de la masse, tu peux. Si Ouais. tu vises du grand volume et que tu as des produits très grand public, oui, là, tu peux gagner beaucoup. Surtout dans notre industrie. Mais si
Moi, à l'époque, j'avais un produit assez grand public qui marchait bien, mais Ouais. personnellement, j'étais misérable. Je te jure, j'étais pas bien parce que j'aimais pas les clients que Mmh. j'attirais. Quand je voyais Mmh. leurs messages, leurs commentaires et tout, ça me cassait le moral. J'avais beau mettre une équipe dessus, je me dis, mais je me sens inutile en fait. Pourquoi ces gens-là, en fait, on peut pas en faire grand-chose. Mais c'est triste à dire, mais j'ai trop ratissé large en fait. Ça me correspond pas. Ouais. Mmh Donc, mh, mmh j'ai mh, mmh. resserré ma mission et j'ai dit que moi, je veux aider des leaders entrepreneurs qui ont déjà un état d'esprit, surtout ceux qui sont en profil atypique, parce que ta mission, Ouais, moi, jeune, j'étais très différent, j'ai du mal à rentrer dans les cases, les normes, donc forcément, ouais, on est bon pour aider les gens qui sont comme nous et on les attire. Donc, mon shift il s'est ouais. fait là avec le lancement de Game Entrepreneur. Ouais, ouais. Mais c'est très, très intéressant. Puis en plus, tu as soulevé plusieurs choses. On va les décortiquer un peu parce que déjà, tu parles des vanity metrics. Ouais, Je pense qu'aujourd'hui, dans notre industrie, c'est important d'en oui, parler parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'attachent à ton nombre de followers sur X, Y, Z qui n'a pas rapport en fait avec ton chiffre d'affaires. En fait, oui. il y a ce premier aspect-là. Quels sont les apprentissages que toi, t'en as fait justement de ça et comment surtout tu le communiques à tes clients? De vraiment se concentrer sur l'essentiel. Quand tu dis sur l'essentiel, c'est de revenir sur, ouais, de pas se perdre dans peut-être l'ego ou le besoin de toucher, ouais, Hem, c'est un peu difficile parce que il y en a quand même, en tant qu'humain, besoin de reconnaissance, mais je Ouais, crois qu'il faut savoir où on va la chercher cette reconnaissance. C'est, ouais. parce qu'avoir et ça, je pense que c'est même un drame de notre époque, ça fait du bien quand tu as des likes. Même moi, je peux pas mentir, si je fais un contenu et que je vois qu'il y a beaucoup d'engagement et tout, je suis quand même content. Mais, Mmh. pour moi, ces métriques-là, faut pas qu'elles prennent le dessus sur le vrai fond de son intention personnelle, mais Ouais. aussi de son business. Ça veut dire que si tu fais de Mmh. l'engagement, tu fais des vues, tu fais des likes, ça a un impact réel sur ton business? Est-ce que les chiffres il y a une Mmh. corrélation? Là, c'est intéressant. Mmh. Parce qu'il Mmh. faut pas se mentir. C'est vrai que c'est sûr, plus d'engagement. Si tu as un bon message, tu touches le bon public, ça va t'attirer plus de monde vers tes offres. Mais Mmh. si tu cherches juste à faire de l'engagement pour faire de l'engagement, il y a plein de façons de faire du buzz très facile. C'est pas forcément les meilleures pour attirer des clients. Donc je pense qu'il faut plus se réaligner sur quels sont les intérêts du business et Mmh. qu'est-ce qu'on vise concrètement. Ouais. Quand on parlait d'intention, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux, qui sont les gens à qui tu t'adresses, qui tu veux attirer, quel message ils veulent voir et qu'est-ce que ça implique réellement comme indicateur de performance pour te recadrer juste sur cela. Mmh. Donc j'essaie de recadrer Alors un peu sur ça plutôt. tu mentionnais aussi, d'autres choses qui sont vraiment super pertinentes, mais oui, les vanity metrics, mais dans ces metrics-là, on prend aussi en considération le chiffre d'affaires. Oui, Tu as vu des courbes d'évolution aussi dans ton activité ces dernières oui, années. Qu'est-ce qui a fait que justement tu as été très haut, un peu moins haut et que tu t'es relancé? Et comment tu as navigué en fait? oui. Le très haut généralement, c'est toujours aussi des leviers et des modèles. Généralement, Ouais. le très haut, il est venu le plus haut que j'ai eu, c'était vraiment, je crois que 2021 était vraiment ma meilleure année. Parce que 2022, j'ai eu des Mmh. soucis qui ont été un peu différents, dont on pourra parler après, qui a fait que ça a fait un petit peu Ouais, moins bien, mais 2021, c'était le top. Mais je crois que ça a ouais, été vraiment, un mélange de la bonne cible, le bon message sur une offre que j'ai poussée pendant un bon moment. Mais il y a eu aussi un ouais. truc qui a été un gros levier, c'est quand j'ai Mmh. shifté sur les multipotentiels et quand j'ai OK. vraiment commencé à assumer vraiment la cible et l'avatar que je voulais aider. J'ai vraiment Ouais, affiné, en ouais. fait, mon profil client et là, j'ai commencé à attirer les bonnes personnes. Donc il y a pour moi, Mmh mh. ce qui a joué, c'est vraiment le bon message aux bonnes personnes pendant bien amené, avec les bonnes stratégies Mmh. marketing et tout. Donc je crois que c'est ça Ouais. qui a fait que ça a navigué comme ça. Le plus bas, c'est, soit c'est des choses qui ne dépendent pas de moi comme un contexte, notamment, Ouais. ça c'est le grand classique, c'est, la crise. Hem, il y a aussi quand même eu un impact qu'on a pu voir où là, j'ai même vu d'autres, hein, tout le monde a été impacté. Mais Ouais. au-delà, si on sort des trucs qu'on contrôle pas, je crois que c'est aussi une question de traction, conversion, enfin, c'est les classiques du business, hein. Traction, Ouais. conversion, rétention. Donc de modèles Mmh. économiques qui t'attirent et cetera. Sachant qu'il y a aucun Mmh. modèle qui est définitif. Ça, comme je l'ai dit au tout début, hein.
Quand tu penses qu'un Ouais, ouais, modèle, ouais. truc marche bien, au bout d'un moment, forcément, il va falloir se renouveler. Ouais. C'est quoi le cycle en fait qu'il faut prendre en considération pour se renouveler? Est-ce que c'est que tu attends justement de voir un petit peu les chiffres seulement ou tu fonctionnes en fait avec un mix de je regarde les chiffres, je regarde aussi mes envies, euh, étant donné que tu es multipotentiel, et d'ailleurs on va y revenir, ou est-ce que tu as juste comme c'est juste les chiffres? Oui. Euh, je crois qu'il y a un petit peu tout, parce que oui, les chiffres, ils vont pas mentir, mais les chiffres, il faut les interpréter. Donc, si tu as des Mm. chiffres, il faut se dire pourquoi ça baisse. Est-ce que ça vient peut-être que ce que j'arrive plus à attirer plus de monde? Est-ce que ça vient parce Mm. qu'en fait, j'attire du monde, mais ça convertit plus? Et si ça convertit plus, c'est parce que peut-être que mon offre, il y a plus de concurrence qui est arrivée. C'est le contexte, la concurrence, le marché, ou alors est-ce que c'est parce que les gens ne veulent plus ça? Donc, il faut essayer de comprendre vraiment pourquoi, s'il y a des chiffres, qu'est-ce qui peut impacter ça, et prendre vraiment un vrai recul sur son business réaliste et pas émotionnel de oh là là, c'est la panique, mes chiffres, ça part en vrille. Et aussi, et je crois que ça fait aussi une grosse différence, c'est se demander, bon, ok, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de lassitude, même de soi-même? Parce qu'on peut avoir aussi des cycles où on se dit, bah, j'ai fait le tour, et même ça se sent dans son énergie, ça se sent dans l'impact qu'on va avoir dans ce marketing si c'est nous qu'on met en avant. Donc je crois qu'il faut prendre en compte des indicateurs purement business froids, les chiffres, mais les comprendre, et soit aussi ses propres cycles. Parce que ça, qu'on le Oui. veuille ou non, ça a un impact. Ça, c'est de la musique à à mes oreilles. Tu parles de cycle. Oui, J'invitais une invitée sur le podcast, en fait, il y a quelques semaines, où on parlait de cycle. oui. Comment, d'un point de vue, je dirais, euh, intuition, humain, homme, Ouais. tu gères, en fait, tes propres cycles? Euh, Je crois que, de toute façon, je crois que j'ai déjà il y a un truc qui revient tout le temps, c'est les cycles de 3 ans. C'est vraiment, Ok. 3 ans. Je crois que c'est flagrant. Et je sais pourquoi je le dis, parce que je crois que même là, par exemple, je suis en train en 2023 enfin, j'ai fini ce cycle de 3 ans. Là, je suis en train de créer des nouvelles choses et de me réinventer. Et le cycle de Oui. 3 ans, ça a été 2020 jusqu'à aujourd'hui, même peut-être un peu 2019-2020 à échelle, Ouais. à cheval sur les deux, pardon. Et avant ça, je sais que c'était 2017 où j'ai créé Game Mhm. Entrepreneur, où je t'ai dit j'ai fait le pivot. Donc on est arrivé jusqu'à Mhm. 2020, mais après ça, ces dernières années ont été particulières avec ce qui s'est passé. Euh, Mhm. et avant ça, je sais que c'était 2014 où je me suis lancé à fond sur YouTube, sur le créneau que j'avais pris. Donc tu vois, il y a toujours ce truc, tu te dis, bon, moi c'est 3 ans. 3 ans, je sais qu'il faut que je me renouvelle. Donc j'anticipe. Je sais qu'au bout de 3 ans, quel que soit le projet que je lance, je vais pas faire la prophétie qui va s'autoréaliser, mais je me dis, euh, surveille quand même, parce que tu sais que là, n'arrive pas au pied du mur de j'en ai marre. Parce que l'année dernière, c'est vrai que j'ai fait un petit coup de j'arrête, comme ça, du jour au lendemain, j'en ai eu marre. Donc, non, faut peut-être anticiper et voir un peu, même dans sa vie, prendre du recul, dire à quel moment, là, j'ai changé, à quel moment j'en ai marre. Qu'est-ce qui sont aussi mes indicateurs qui montrent que j'en ai marre? Mhm. Parce qu'il y en a aussi des Mhm. indicateurs très personnels. Par là Oui. d'intuition, moi, je ressens. Je vais Oui. ressentir, est-ce que j'aime autant ce que je fais? Est-ce que la façon de le faire? Est-ce que je suis toujours aussi aligné avec mes clients? Est-ce que je suis toujours dans ma mission où je me dis, ah ouais, là, j'ai vraiment envie de le faire? Ou est-ce que je me suis mis Ouais. dans une routine et je fais automatiquement? Mhm, mhm, mhm. Tu parlais aussi de cette notion, juste avant on commence l'épisode, de spiritualité aussi. Est-ce que ça intervient aussi? Ça intervient. Après, ça va être je vais plus l'utiliser dans peut-être les signes ou ce que j'attire. Ouais. C'est-à-dire Ouais. qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui t'attire comme opportunité et qu'est-ce qui se passe? Être très à Mhm, l'écoute de ça. Et généralement, quand je commence à mhm. vouloir changer, ça va se manifester très fort. Et c'est de pire en pire. Ça veut dire que tout ce qui me correspond plus, c'est pas ça va un petit peu marcher. C'est que ça va être complètement bloqué. Mais bloqué. Ça va Ouais. complètement. Tu tu t'y accroches, tu dis, mais non, mais allez, encore un petit peu, je veux plus, mais j'y vais. Non, le truc, il est bloqué. Et puis, comme par hasard, t'as plein d'opportunités autour qui arrivent et tu te dis, ah, je sais qu'il y a un moment, je voulais absolument faire beaucoup plus de conférences. Et qu'est-ce qui s'est Ouais. passé? Je reçois des messages sur LinkedIn, des emails, des trucs comme ça pour des appels de conférences. Mais je me dis à un moment, ouais, il y a un truc. Et à côté, tu essaies de faire des trucs qui marchaient, mais vraiment qui marchaient super bien. Tu essaies de les répéter, ça marche plus. Tu dis, bon, ok, là, faut peut-être
c'est plus ta place, avance, retourne plus en arrière. Donc je crois qu'il y a vraiment un truc comme ça, oui. Le message, il est clair. Ouais. Alors, ce que je trouve super intéressant, c'est que tu parles de multipotentialité, mais peut-être, on va peut-être définir qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi quand tu parles de multipotentialité, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas familiers Oui. justement avec ce concept. Être multipotentiel, alors c'est beaucoup de choses. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui est vraiment très officiel, hein, juste pour vous dire. C'est pas comme les hauts potentiels où il y a un test et tout. Les multipotentiels, c'est des profils qui sont vraiment touche à tout, couteau suisse, multipassionnés. Ils aiment plein de choses. Ils sont bons dans plein de choses, parfois même très bons dans plein de domaines. Et du coup, ils ont du mal à se dire, bah, ok, dans quoi je peux spécialiser et tout. D'ailleurs, dire un multipotentiel spécialise-toi, c'est horrible. Euh, il y a aussi cette notion de lassitude, on l'a dit, se lasser très vite. Je lance des projets, je me lasse, je lance des projets, je me lasse. Et cette addiction à la nouveauté, au challenge. Mais là où c'est très fort comparé à d'autres, c'est que là, ils peuvent faire une carrière et continuer et tout. Les multipotentiels, c'est tout le temps. C'est incapable de rester à un endroit. Les fréquentations, pas être dans un seul Mhm. milieu, pas être dans les mêmes endroits. Il y a ce besoin de variété, en fait. Donc, pour moi, les Mhm. multipotentiels, c'est ça. Donc, c'est un gros avantage qu'on apprend à l'utiliser, mais c'est aussi un cauchemar parce que ça crée de la charge mentale, ça crée des frustrations de jamais être à sa place, ça crée la peur aussi de se lancer dans un truc où on sait qu'on va se lasser à l'avance. Je me lance, mais je sais qu'au bout de 3 ans, comme j'ai dit, je vais me lasser. Mais après, vu que j'aide des gens sur ça, on change aussi sa philosophie de vie. On voit plus la vie Ouais. comme un couloir ou une voie. On parle de flow. C'est peu importe où tu es, reste dans le flow. Ouais, ouais, j'adore, j'adore. Et je me sens très concernée Oui. par le sujet, surtout quand j'ai fait des bridges entre différentes choses qui touchent et la musique, la spiritualité et le business. Les gens faisaient des yeux ronds comme des soucoupes. Bref, en tout cas. Tu as parlé aussi de quelque chose qui t'est arrivé, en fait. Est-ce que tu veux partager sur le sujet? Parce que je pense qu'il y a plus d'un entrepreneur qui vit. J'ai exploré des choses relativement similaires, mais je vais te laisser peut-être nous en dire Tu un parles petit par peu rapport à la plus. santé? Oui. Oui. Oui, en 2022, en juillet, j'ai fait ce qu'on appelle un pneumothorax. C'est la plèvre qui se décolle du poumon. Et en gros, bah, le poumon, il se gonfle plus. Et comment ça se manifeste? C'est que on est normal. D'un coup, on a une grosse douleur. Ça se dépend où ça va se manifester. C'est le thorax ou le dos, etc. Moi, je l'ai beaucoup ressenti dans le dos et un peu le diaphragme. Mais je pensais que j'avais fait un faux Mhm. mouvement parce que ça faisait vraiment comme quand tu te coinces le dos, mais méchant. Et je me suis dit, Mm, mais c'est mm, quoi? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Parce qu'au début, c'est juste de la douleur. Et au bout d'un moment, je mm, commence à mal respirer. Et je sens que je respire de moins en moins bien. Mais je pense que je me suis bloqué un truc. J'appelle mm. l'ostéo, Ouais, tout ça, mais je comprends pas. Et je crois qu'au bout d'une demi-heure, j'ai mon souffle qu'est-ce qui devenait de plus en plus court. Ça veut dire que je ouais, ne presque respirais plus en fait. Enfin, je respirais, mais à une amplitude très courte. Mais comme c'est ouais. progressif, il y a un moment, je me suis dit, mais ça se trouve, je pourrais, enfin, je vais mourir. Je pourrais plus respirer du tout. Et, euh, Mm, mm, mm. et donc, du coup, bah, j'ai appelé l'ambulance, mais étant sportif et pouvant parler, même dans cet état-là, parce que je suis un peu asthmatique, donc je sais gérer le souffle court, ils m'ont dit que j'étais Mhm. pas assez en détresse respiratoire pour m'envoyer une ambulance. Ce qui est quand même un peu grave, hein, je trouve. Avec le recul, c'est quand même très grave. Mais finalement, on a pris un Complètement. Uber pour aller à SOS Médecin et quand il a vu mon état et que je commençais à devenir un peu bleu, il m'a tout de suite pris en charge et direct aux Ouais, urgences. Direct, mais il y a pas ouais. le time. Là, Mm, les pompiers sont venus me prendre, ils m'ont emmené direct aux urgences, pris en charge tout de suite et en fait, comment on gère ça? Ben, on met un tube qui rentre et qui aspire l'air, pour faire sortir l'air. C'est horrible. Et le truc qui est très fort avec ça, c'est que c'est soudain. On appelle ça spontané. Ça veut dire que tu es en bonne santé. mhm. J'ai pas une mauvaise hygiène de vie, je ne fume pas, etc. Je me préparais pour aller au sport quand ça arrive. C'est pour dire, c'est que t'es bien si tu vas au sport. Ouais, Et quelques heures après, tu te retrouves à l'hôpital avec un tube dans les poumons, quoi. Et là, ouais. ça met un gros arrêt dans ta tête et dans ta vie. C'est clair, c'est clair. Mais du coup, c'est sûr que, bon, vu que tu es là, c'est que tu t'es quand même remis, donc ça, Oui. c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est Euh, relativement mais qu'est-ce bien qui... pris en charge et connu. C'est pas quelque chose qui est extrêmement grave, sauf si c'est pas pris en charge. Mais Ouais, c'est ouais. connu. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête à ce moment-là? Parce que, tu sais, c'est quand même assez... C'est Mm. intense, c'est rapide.
tu as aussi tout, tu vois, j'imagine, ta vie d'un seul coup. Est-ce que ça a changé quelque chose à tous les niveaux, toutes les sphères de ta vie? Alors ce qui est très, très, très bizarre, c'est qu'il y a eu plusieurs phases. Déjà quand ça arrive, tu t'accroches à 2 trucs. Tu t'accroches à ta survie. Ça veut dire que j'étais à une inspiration, une expiration près. Ça veut dire tu te concentres sur la prochaine inspiration, prochaine expiration. Parce que mon souffle était très, très court. En gros, je respirais qu'avec un poumon, en fait. On peut survivre comme ça, mais quand tu le sais pas et que t'es sportif, t'as l'habitude de prendre des grandes amplitudes, t'as l'impression que t'es en train de mourir. Donc, c'était déjà reste calme, ne panique pas. Si tu paniques, parce que je suis asthmatique, donc je sais comment ça se passe. Si tu paniques, ça va empirer les choses, ton cœur va accélérer, tu auras besoin de plus d'oxygène. Donc là, reste calme. Il y a ce truc de, j'avoue que t'es tellement focalisé sur la survie que je saurais pas dire, t'es en mode, je veux juste vivre. Mais je t'avoue qu'au fond de moi, j'étais prêt à partir. C'est très bizarre. C'est que je me suis dit, là, c'est peut-être la fin. C'est peut-être. En fait, tu sais pas. C'est la respiration, mais c'est direct, quoi. Donc, pendant tout le trajet, j'étais en mode, ouais, je m'accroche, mais je suis prêt à partir. Et là, tu te dis, bon, ta vie, est-ce que tu es content et tout? Oui, franchement, j'étais plutôt bien. Ça, c'est la première phase. La deuxième, une fois qu'on m'a dit que j'avais, que j'étais rassuré, qu'on m'a dit que c'est pris en charge, ça va se passer comme ça, c'est pas agréable, mais tu te dis, c'est bon, peut-être que je vais vivre. Mais là, il y a une deuxième phase qui est la phase de contrôle. Et ça, c'est important, le lâcher prise, on va y venir. Je veux que ça guérisse vite. Je veux sortir de là très vite, parce que moi, je supporte pas les hôpitaux. Je veux pas rester là. On m'a dit en plus au début, quand tu apprends ce que c'est, tu penses que quand on va te mettre en truc, ça va être réglé, que tu repars le lendemain. Non, on dit, vous restez minimum 48 heures. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont enlevé le truc, ça l'a refait. Ils m'en ont remis un autre, plus gros, qui fait plus mal, et je suis resté la semaine. Donc, tout ça te fait en fait J'étais un peu en lutte. J'étais un peu en mode, je veux pas accepter que ça arrive, je veux pas accepter de rester là sur un lit d'hôpital, j'ai envie. En plus, c'est l'été, t'as envie d'aller dehors, etc. Mais je pense que le moment où j'ai commencé à aller mieux, c'est le moment où j'ai lâché prise et j'ai dit, bon, laisse faire. T'es là, quitte à être là. Lâche prise. Ça m'a mis quand même 3-4 jours. Et la troisième phase, c'est un peu comme les phases du deuil. Quand t'es dans le déni, tout ça, tristesse, tout ça, et puis finalement t'acceptes et tu repars. Là, j'ai commencé à lâcher prise et j'ai accepté qu'on m'a dit normalement vous partirez tant si ça va et tout. J'ai dit ok, mais s'il faut rester, je resterai. Et là, dans ma tête, je te jure que je suis revenu à l'essentiel. Tu te rends compte que juste le fait de pouvoir aller prendre une douche normalement, le fait de pouvoir marcher, le fait de pouvoir être chez toi, tout ça, c'est un luxe. Parce que quand t'es à l'hôpital et que t'es accroché à un tube, tu peux rien faire. Donc, tu te remets tout en perspective, plus le gratitude, tu te dis, mais avec qui j'ai été ingrat, pourquoi j'ai pas plus fait attention à ça? Tu te rends compte de la chance que t'as sur certaines choses, parce que tu vois autour de toi aussi. Toi, tu sais que tu vas te guérir. Parce que franchement, au bout d'un moment, à part, c'est très rare les complications, on dit, c'est bon, vous allez sortir, vous reprenez une vie normale. Mais pas si normal, hein, ça m'a mis quand même 1 mois et demi pour m'en remettre. Mais tu te dis, tu sors, mais tu vois autour de toi, il y a des gens, ils sont dans le coma, ou ils ont des trucs très graves, et ils sont à l'hôpital depuis 1 an, 2 ans. Tu relativises vraiment beaucoup ta vie. Tu te reconnectes vraiment à l'essentiel. Et si on revient sur l'entrepreneuriat, à ce moment-là, j'avais l'équipe et tout, mais je crois vraiment qu'à ce moment-là, je m'en foutais de mon business, mais vraiment. Ça avait pas d'importance. Donc ça remet beaucoup les choses en perspective. Ouais. Non, mais puis c'est tout à fait compréhensible. Et comment justement on repart de cette notion de ok, cette phase-là, il faut la vivre. T'as pas d'autre choix de toute façon, il faut que tu t'en remettes parce qu'il y a aussi un impact psychologique aussi, j'imagine, où tu vois les choses avec une nouvelle lentille. Certaines choses te paraissent beaucoup plus en lumière, d'autres un peu plus sombres finalement. Et dans ton activité, comment est-ce que tu te replonges dedans justement de manière un peu plus zen, un peu plus sereine, sans ces injonctions finalement qui parfois peuvent un peu nous pourrir. Mais en plus, il faut mettre du contexte parce que avant que ça arrive, si on était honnête, j'étais pas dans une phase la meilleure mentalement vis-à-vis de mon business. C'était un moment où j'en avais eu beaucoup marre, j'étais fatigué, j'avais beaucoup donné, mais j'étais déçu, j'avais eu beaucoup de déceptions de la part de personnes. Enfin, il y avait vraiment un truc un peu vraiment marre, ras-le-bol.
Et quand Ouais, ça s'est arrivé, ça m'a mis un arrêt qui m'a permis aussi de revoir un petit peu où j'allais et tout. Et après, bon, ouais. le mois ça arrivait vraiment en fin juillet, donc mois d'août, plutôt convalescence tranquille. Et là, bah, sur le business, comment on revient, bah, j'ai redéfini ma vision, ce que je voulais faire, la direction peut-être que je voulais prendre. Mmh. J'ai pris aussi du temps pour moi, pour me remettre. Ouais. Et quand même, j'ai quand même réussi à choper le Covid un mois après. Voilà, le combo. Mais non, en fait, je crois que ça m'a permis de prendre beaucoup, beaucoup de recul, notamment sur la vie, l'importance des choses. C'est-à-dire que Ouais. on met beaucoup de place dans notre business, dans nos vies quand on est entrepreneur, mais quand ça arrive, ça part vraiment au second plan. Et c'est ça qui est impressionnant. Mmh. Il faut le vivre pour le comprendre. Et, hem Mmh. et après, c'est vrai que les mois qui ont suivi n'ont pas été faciles, hein. Ça a été une période assez Ouais. difficile parce qu'il y a eu ça, il y a eu d'autres soucis qui ont été enchaînés, il y a un truc auquel je croyais que j'ai lancé qui a pas forcément bien marché, les Ouais. échecs, ça arrive. Donc il y a tout Ouais. ce truc où Ouais, tu te ouais. dis: «Bon, après ça, je design un projet, j'ai envie d'y aller et tout». Tu penses avoir une vision, mais en fait, tu te rends compte que tu étais encore peut-être sur du superficiel. Ou que tu as fait un Ouais. truc, mais c'était Ouais. peut-être pas encore ça. Et là, ça te met une autre étape psychologique et tout, ce qui fait que, ouais, c'est vrai que mon deuxième trimestre, enfin semestre 2022 a été un peu difficile. Je m'en suis très bien Ouais. sorti, même, enfin, quand tu vois tout ce qui s'est passé, je m'en suis très bien sorti et je m'en suis sorti. Mais c'est vrai que Mmh. psychologiquement, ça marque et physiquement aussi. Mais quand Mais quand ça te marque comme ça, dans cette situation-là, puis là, je veux vraiment prendre tes insights là-dessus parce que t'es pas le seul, malheureusement. Et puis, il y en a qui mettent du baume par-dessus C'est en se ça. disant, ah, c'est pas grave, ça va passer. Mais comment tu navigues, en fait? Quels outils tu mets en place pour toi te rebâtir un petit peu Ouais, en équilibre et être capable de se dire, je remonte à la surface, ça y est, j'ai plongé dans la cuvette, ouais. je ressors et je reviens, mais un peu différent pour pas que ça se Oui, reproduise. bah, surtout que ce qui est 2022, enfin, j'en ai parlé avec beaucoup de personnes, il y en a beaucoup qui sont passés par ça. Déjà, le fait que voir qu'on n'est Mhm. pas seul, ça rassure un peu, mais que c'est même pas question de tout le monde en même temps, c'est que en fait, dans la vie, on va tous vivre des moments comme ça. Et je crois que pour être Mhm. vraiment, hein, pour être très, très, très honnête, jusque-là, j'avais été épargné par ce genre de choses. C'est peut-être le Mhm. truc le plus impressionnant, parce que je vais pas dire dur, et on relativise encore une fois, que j'ai pu vivre en aussi peu de temps intense, en si peu de mois. Parce qu'il y a eu il y a eu Mhm. tout un truc, hein, c'était un peu les montagnes russes. Mais je crois que le truc qui m'a vraiment, vraiment, vraiment fait un déclic, c'est demander de l'aide. Ah Ça, oui, ça c'est, mais mais oui. c'est, oh là là, mais moi, demander de l'aide, mais je te jure, c'est difficile. J'ai enfin Ouais. osé demander de l'aide. J'ai enfin osé dire à mon médecin que là, j'étais pas bien. J'ai dit que, en plus, physiquement, aller voir un kiné, faire de la rééducation du thorax, le Mhm. dos, les genoux parce que j'avais un souci qui traînait, le fait de reprendre le sport, d'accepter que avant que tu ailles là, tu étais en condition physique de malade. Là, j'ai repris, par exemple, Mhm. le basket, et j'arrivais même plus à shooter très loin parce que j'avais plus de force, j'avais perdu tous mes muscles. Pendant Ouais. l'hôpital, j'ai perdu 10 kilos. Ouais, 10 kilos en 15 jours. Je pense que personne ne voit ma tête là, mais Mmh. je suis choquée littéralement, Ouais, non, ça a été étant très, donné très que violent. je, je sais que les choses ont avancé depuis, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais on a fait de la capoeira ensemble, et donc oui, j'arrive à imaginer, tu vois. Ouais, et ce qui fait que, en fait, c'est demander de l'aide, être patient, parce que la patience, c'est 2 trucs plusieurs pour moi. En fait, pour moi, la vie, elle m'a dit: «Petite claque, tu vas affronter tes 3 trucs sur lesquels tu as le plus de mal. Lâcher prise, demander de l'aide, être patient». Bam! Là, tu fais ta transition comme tu veux, voici ta leçon. Et je l'ai vraiment pris comme ça. Mhm. Donc, le lâcher prise, tu contrôles pas, notamment l'hôpital et tout et toute la suite. La patience, tu vas pas retrouver ta condition physique comme ça du jour au lendemain. Tu vas aller tous les jours faire des exercices qui vont être chiants et tu vas les répéter, répéter, répéter. Et aussi, quand tu rebâtis quelque chose, ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est que là, faut Mhm. que tu ailles plus en profondeur, que tu réfléchisses plus loin, que tu acceptes que peut-être que tu n'étais plus à ta place au moment où c'est arrivé, que tu plus ce que tu faisais. Donc maintenant, aller sur des choses qui te font plus vibrer. Accepter aussi que c'est une période difficile de la vie et que ça arrive. Donc lâcher prise, qu'est-ce que tu contrôles? Donc il y a tout ce travail à faire en fait. Et donc Mhm. c'est là aussi que j'ai accepté même de me faire aider, par exemple faire des séances d'hypnose, de faire de la kiné, Mhm. d'avoir aussi un suivi médical,
pour être sûr que tout aille bien, parce que tu crées des peurs. C'est quand Ouais. il y avait des douleurs, donc j'avais toujours ce truc de la moindre douleur, j'avais peur que ça revienne. C'est-à-dire que Mhm. tu as mal au niveau de la poitrine ou du dos et tu te dis mince, ça revient et tu as presque une forme d'anxiété qui revient. Donc là, il a fallu faire un Exact. travail pour décrocher ça, tu vois. Ouais, 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 ouais. C'est clair, la peur, l'anxiété, d'anticiper que peut-être un petit bobo peut déjà se transformer Mais en en plus, quelque ce qui chose. était horrible, c'est que j'osais même pas planifier des choses par peur que je me retrouve à pas pouvoir l'assurer. Mm. Et dire, bah, je peux pas faire un événement dans un mois parce que ça se trouve dans un mois, je serai. Enfin, j'ai créé des peurs comme ça que j'avais pas avant. Donc, ce qui Waouh. fait que, ouais, j'ai dû travailler sur moi parce que ça a eu un impact. En fait, j'ai pas voulu me l'admettre, mais ça a eu un impact beaucoup plus fort que je le pensais. Parce que j'ai beau Ok. avoir vécu des trucs durs, penser que je suis fort, là, te dire, Ouais. bon, ça t'a mis un coup et accepte que ça t'a mis un coup. Parce que je pense Mhm. que quand tu es dans le déni, tu guéris pas. Alors que là, j'ai accepté Ouais. qu'il y a eu au début, il y a peut-être eu le déni physique, mais une fois que tu l'as vécu et Mm. tout, mais il y a le déni psychologique. Mhm, mhm. Non, c'est hyper important. Et en fait, je pense que le premier pas, tu le soulignes, c'est la reconnaissance. La Oui, reconnaissance que, OK, là, c'est OK d'être c'est vulnérable. ça. Euh, et je pense que c'est un sujet ce qui est plus difficile à aborder pour les hommes, justement, cette notion de vulnérabilité. Et comment est-ce que toi, tu l'abordes, justement, à travers tout ça? Bah, déjà, j'ai toujours une habitude qui est je l'aborde parce que j'ai aussi cette notion j'ai toujours eu dans mes contenus partagé quand même, j'ai une ligne de conduite, partager les bons comme les mauvais moments, les doutes, les erreurs. J'ai toujours partagé, mes erreurs d'entrepreneur, les choses que j'ai bien faites, pas bien faites et cetera. Donc ce qui fait que j'ai jamais eu trop de problèmes avec ça. Par contre, la partie vulnérable, c'est aussi je sais pas, un calcul marketing. En plus, je le fais pas vraiment en calcul marketing, c'est juste que je me dis, il faut que les gens comprennent aussi que dans ma mission d'aider les gens, qu'ils comprennent que c'est pas toujours tout ce qu'on voit, en fait. Parce que qu'est-ce qu'on montre? Mhm, La réussite, les chiffres, le lifestyle, des conseils par-ci par-là. Non, en fait, mhm, la vie aussi, elle te met des baffes, elle te met des coups, tu vis ça, 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 et pour moi, c'est important d'en parler aussi et de me rappeler mhm, aussi parce qu'il y en a beaucoup qui me voient comme, une machine ou quelqu'un qui est, super fort ou qui enchaîne et cetera. Mais je dis: «Mais oui, mais il y a aussi des moments où j'ai pas envie, des moments où je suis malade, des moments où je me blesse, où j'ai des problèmes de santé et ouais. ça fait partie de la vie». Mais je trouve ça encore même mieux de montrer que j'ai vécu ça et que là, j'ai une meilleure condition physique qu'il y a un an. Mhm, Ce que c'est bien beau de donner des conseils quand tu es en haut, mais pour moi, quand mhm, tu es en bas, c'est là que tu expérimentes vraiment le truc. Mais aussi même dans ma pratique, le fait de passer aussi par des phases plus sombres, je comprends mieux aussi mes clients. Ça veut dire mhm, que j'ai eu mhm, beaucoup de mhm. clients en début d'année qui sont venus clients parce que j'ai osé parler de l'année 2022 qui avait été difficile. Et ils m'ont dit: «Moi aussi, j'ai Mhm. vécu ça et du fait que tu as vécu ça, bah, au moins tu sais par quoi je passe». Ouais. Donc Finalement, il y oui, a comme une forme de compassion et de compréhension aussi, oui. et d'effet miroir où en fait on Oui et attire puis ce montrer qu'on. aussi que, bah, c'est parce que, bah, c'est comme, je sais pas, si tu prends un coach sportif et que tu montres une transformation, si tu montres quelqu'un qui est déjà musclé et tu montres qu'il est encore plus musclé, il y a pas les gens, ils vont se dire: «Bah, OK», mais par contre, tu montres quelqu'un qui était peut-être, physiquement vraiment pas au top et tout et qu'il a réussi à atteindre un niveau, tu te dis: «Ah là, tu vois la différence». Donc je dis Ouais. pas que j'invente pas ça, mais moi, j'ai toujours voulu documenter quand ça va pas, mais généralement, je fais avec du recul, hein, je vais pas en parler tout de suite. J'ai vraiment pas parlé des soucis de santé, avant, je crois, la fin de l'année 2022, hein. Oui, je peux parler de Mhm. par-ci par-là, mais pas beaucoup. Mais Ouais. parce que je vais avoir aussi du recul sur l'expérience. Parce que si tu es à chaud et que tout ça, tu dis que j'ai eu un problème, mais si dans une optique de partage, ça n'a aucun sens parce que tu vis le truc. Mais je préfère vivre le truc et voir aussi tout le processus par lequel je passe. Mhm. Mhm. Mais oui, vulnérable, je pense que ça commence à aller de mieux en mieux, mais moi, en fait, j'ai envie de dire, quelqu'un qui dit qu'il est tout le temps génial, tout fort et que tout réussit et qu'il a jamais de problème, je trouve pas ça inspirant. Moi, j'aime voir les gens qui ont des émotions, qui vivent des hauts, des bas, qui, quand ils sont en bas, remontent. Et c'est surtout la Ouais. longévité qui m'intéresse, moi. Ouais. Non, c'est vraiment super intéressant en fait cette résilience que tu Mm. as par rapport à tout ce qui a pu se passer en 2022. Oui. Euh, on arrive sur le mot de la fin. Si tu devais avoir un mot
un seul mot que tu partagerais aujourd'hui aux auditeurs de Slow is Good, ce serait quoi? Flow. Good. I like that. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous pour cet épisode et je voulais te remercier plus particulièrement parce que tu as partagé des choses qui sont très difficiles. C'est pas tout le monde qui a le courage et la volonté et la possibilité d'ailleurs aussi de pouvoir le partager. Alors je tenais profondément à te remercier. Bah, au plaisir, et puis c'est normal, il faut parler aussi de ces choses-là. Et puis, comme je dis, il faut pas. Parfois, on pense qu'on est les seuls à les vivre, mais en fait, pas du tout. Et ça, c'est important de voir qu'on peut être aidé et être compris aussi dans ces moments. Absolument. Et le dernier des mots, où est-ce qu'on peut te retrouver? Vous pouvez me retrouver sur la plupart des réseaux sociaux. Sinon, vous allez sur jianting.com et vous aurez un petit peu tous mes réseaux et les endroits où je suis. Je suis actif surtout sur YouTube, le podcast et Instagram. Et sur la multipotentialité, sur multipotentiel.net, vous avez des petites ressources pour vous aider. Génial. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de Slow is Good. Pour nous soutenir et partager votre amour, n'hésitez pas à le partager avec votre communauté, à nous suivre sur Instagram @slowisgood et bien entendu, laissez-nous vos commentaires, vos retours, vos petites étoiles qui nous sont très utiles et très encourageantes sur iTunes et Spotify. Au prochain épisode.